Dans l'écrin luxueux de la cabine de première classe, un silence lourd planait, brisé par un cri qui glaça le sang. « Toi là !» lança Karen Walsh, hôtesse de l'air au regard d'acier, pointant du doigt une adolescente frêle, Zara Williams, recroquevillée près du hublot. « Tu n'as rien à faire ici. Dégage en classe économique, immédiatement !» Sa voix, tranchante comme une lame, déchira l'atmosphère feutrée, attirant les regards curieux et choqués des passagers. Zara, 16 ans, les joues brûlantes de honte, serrait son billet de première classe, un document légitime, payé au prix fort. Mais Karen, campée sur ses talons, les bras croisés, cracha. « Je ne sais pas comment tu as volé ce siège, mais il n'est pas à toi. » L'humiliation s'abattit sur Zara comme une tempête, ses mains tremblaient, ses yeux piquaient, et pourtant, aucun passager n'osa lever la voix. Si cette injustice vous met en rage, likez cette vidéo et laissez un commentaire. Justice! Partagez d'où vous regardez et criez votre indignation dans les commentaires. Car ce que Karen ignorait, c'était que le père de Zara, Michael Grant, était le propriétaire de la compagnie aérienne. Et à 35 000 pieds d'altitude, une tempête de justice allait s'abattre, implacable et foudroyante. Zara, assise contre le hublot, sentait son cœur marteler sa poitrine. C'était son premier vol en solo, un cocktail d'excitation et de nervosité. Son père, Michael, lui avait offert ce billet comme une récompense pour ses pittoresques efforts scolaires, un symbole de sa fierté. Le siège de première classe, spacieux et moelleux, contrastait avec les voyages en classe économique qu'elle connaissait. Elle avait rangé son sac à dos sous le siège, ajusté son sweat gris et son jean usé, et glissé ses écouteurs dans ses oreilles, prête à savourer ce rare moment de confort. Elle ne cherchait pas l'attention, juste à être une passagère ordinaire, discrète, presque invisible. Mais dans cet avion, l'invisibilité était un luxe qu'on ne lui accorderait pas. Les passagers affluaient dans l'allée, certains échangeaient des banalités, d'autres s'installaient avec l'aisance de ceux habitués au luxe. L'équipage, en uniforme impeccable, circulait avec une efficacité mécanique. Karen Walsh, hôtesse chevronnée, arpentait l'allée, vérifiant les ceintures, distribuant des sourires polis mais calculés. Pourtant, lorsqu'elle posa les yeux sur Zara, son visage se durcit. Son sourire s'évanouit, remplacé par une moue de mépris. Elle s'arrêta, scrutant Zara de haut en bas, son sweat froissé, ses baskets usées, comme si elle jugeait une intruse. « Mademoiselle, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance, vous êtes clairement dans la mauvaise section. » Zara leva les yeux, déconcertée. « Non, je pense que c'est ma place, » répondit-elle doucement, fouillant dans sa poche pour sortir son billet. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle le tendit. Karen le saisit, le parcourut d'un regard rapide, mais au lieu de le rendre, elle plissa les lèvres, laissant s'installer un silence oppressant. « C'est un billet de première classe, » murmura Zara, espérant désamorcer la tension. Karen ricana, un rire sec, presque théâtral, assez fort pour que les têtes se tournent. « Première classe » répéta-t-elle, son ton chargé de sarcasme. « C'est réservé aux clients de prestige, pas à... » Elle laissa la phrase en suspens, mais son regard, fixé sur les vêtements modestes de Zara, acheva sa pensée. Les joues de Zara s'enflammèrent. Pourquoi était-elle la seule visée? Elle avait voyagé auparavant, jamais on ne l'avait traitée ainsi. « Je vous assure, c'est ma place » insista-t-elle, la voix plus ferme malgré la peur qui montait. Karen rendit le billet d'un geste brusque, presque dédaigneux. « Où sont vos parents » lança-t-elle, comme si Zara était une enfant perdue. La question claqua comme une gifle. « Je voyage seule » répondit Zara, luttant pour ne pas flancher. À cet instant, un couple assis de l'autre côté de l'allée, les Dubois, Monsieur Dubois, un homme d'âge mûr en costume taillé sur mesure, et Madame Dubois, drapée dans une écharpe de soie et Hermès, échangea un regard amusé. « Elle a dû voler ce billet » chuchota Madame Dubois, assez fort pour être entendue, ses lèvres peintes d'un rouge éclatant esquissant un sourire cruel. Son mari hocha la tête, ricanant. « Regarde-la, elle n'a pas l'air d'appartenir ici. » Leurs mots, comme des flèches empoisonnées, transpercèrent de Zara. Elle sentit les regards des autres passagers, certains curieux, d'autres gênés, mais tous silencieux. Un homme d'affaires, Paul Moreau, habitué des vols long courrier, leva un sourcil mais continua de pianoter sur son ordinateur, indifférent.
Karen, galvanisée par l'approbation tacite des Dubois, se redressa, son uniforme impeccablement repassé soulignant son autorité. « Écoute, petite, dit-elle, son ton plus dur, presque venimeux. Je ne sais pas qui t'a donné ce billet, mais la première classe, ce n'est pas pour des gens comme toi. Dégage. » « Ah non, yo, nda. » L'insulte « petite » résonna comme un coup de fouet. Zara sentit sa gorge se nouer, ses yeux brûler. « Je ne comprends pas pourquoi je dois partir, » murmura-t-elle, la voix brisée. Les Dubois éclatèrent d'un rire narquois. « Quelle effronterie !» s'exclama Madame Dubois, ajustant son écharpe avec un air de supériorité. « Elle pense vraiment qu'elle peut s'asseoir ici ?» Son mari renchérit. « C'est une honte pour les vrais passagers. » Leur moquerie, amplifiée par le silence complice des autres, écrasait Zara. Paul Moreau, toujours plongé dans son écran, esquissa un soupir agacé, comme si l'altercation perturbait sa concentration. Aucun passager n'intervint. Karen posa les mains sur les hanches, son impatience palpable. « Si tu ne bouges pas maintenant, » menaça-t-elle, « j'appelle la sécurité. Ne m'oblige pas à rendre ça encore plus embarrassant pour toi. » La menace, froide et calculée, fit l'effet d'un uppercut. Zara pouvait argumenter, prouver son droit, mais à quoi bon? Qui la croirait face à cette femme bardée d'autorité et soutenue par les rires des puissants? Lentement, elle ramassa son sac à dos, les doigts tremblants, la honte la submergeant comme une vague brûlante. Elle se leva, tête baissée, et entama la longue marche vers l'arrière de l'avion. Karen, loin de s'arrêter, marcha derrière elle, ses talons claquant comme des coups de marteau. « Plus vite !» lança-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. « On dirait que tu vas pleurer. Pathétique !» Les mots, cruels et délibérés, déclenchèrent un nouvel éclat de rire des Dubois. « Regarde-la, elle tremble comme une gamine !» railla Madame Dubois, son mari ajoutant « Elle devrait être reconnaissante qu'on ne l'ait pas jetée de l'avion. » Chaque pas de Zara était une épreuve, chaque regard détourné des autres passagers un coup supplémentaire. Une femme âgée, en tailleur Chanel, murmura à son compagnon. « Quelle scène déplaisante !» Mais c'est sonné, mais elle ne fit rien, personne ne fit rien. L'humiliation s'incrustait dans la poitrine de Zara, un poids insupportable. Elle trébucha légèrement, son sac glissant de son épaule, et Karen aboya. « Fais attention, tu vas salir l'allée !» Les rires des Dubois redoublèrent, leur voix stridente emplissant la cabine. Arrivée en classe économique, Zara s'effondra dans un siège étroit, les accoudoirs durs s'enfonçant dans ses coudes. L'espace était exigu, oppressant, un contraste brutal avec le luxe qu'elle venait de quitter. Elle serra son sac contre elle, luttant pour ne pas craquer. Une autre hôtesse, Emily Chen, une jeune femme aux yeux pleins de compassion, l'observa depuis l'allée. Elle avait assisté à l'altercation de loin et un malaise profond l'envahissait. Hésitante, elle s'approcha. « Mademoiselle, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce contrastant avec la dureté de Karen. Zara hocha la tête, incapable de parler, et murmura « Ils m'ont forcé à bouger. » Emily fronça les sourcils. Elle travaillait avec Karen depuis 3 ans et connaissait ses manières autoritaires, surtout avec certains passagers. « Restez ici, » dit-elle, déterminée à creuser l'affaire. Elle se dirigea vers la galerie, où Karen sirotait un café, un sourire satisfait aux lèvres. « C'était quoi ça ?» demanda Emily, contenant sa colère. Karen haussa les épaules. « Une erreur de siège, rien de grave. » Emily insista. « Tu as vérifié le manifeste ?» Karen leva les yeux au ciel. « Pas la peine, elle n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe. Tu sais comment sont ces gens. » Le mot « ces gens » fit tressaillir Emily. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Karen la coupa. « Concentre-toi sur ton boulot, Emily. Laisse-moi gérer les intrus. » Emily serra les poings, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une passagère en classe économique, Madame Lefebvre, une retraitée au chignon impeccable, s'approcha de Zara. « Ma chère, » dit-elle, sa voix teintée de pitié, « ne vous en faites pas, ces hôtesses se prennent pour des reines. » Mais son ton, plus condescendant que réconfortant, ne fit qu'accentuer le sentiment d'isolement de Zara. Elle hocha la tête, incapable de répondre, et fixa le dossier du siège devant elle. Elle refusait de pleurer. Elle refusait de leur donner ce plaisir. Son téléphone vibra dans sa poche.
Les doigts tremblants, elle lut un message de son père. « Tout va bien? Tu es monté? » Elle hésita, la honte et la colère se mêlant en elle, puis tapa. « Ils m'ont forcé à changer de siège. L'hôtesse a dit que je n'avais pas ma place en première classe. Un couple m'a insulté. » Quelques secondes s'écoulèrent, puis une réponse. « Qui t'a forcé? » Elle répondit. « L'hôtesse Karen, et un couple, les Dubois. » Un silence, puis. « Numéro du vol. » Elle le lui envoya, le cœur battant à tout rompre. Elle connaissait son père, un homme calme, méthodique, mais une force de la nature quand il s'agissait de protéger sa famille. Ce n'était pas fini, loin de là. Dans la galerie, Karen riait avec un steward, insouciante, ignorant la tempête qui se formait. « Tu aurais vu sa tête, » dit-elle, mimant une expression apeurée. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait s'en tirer. Le steward gloussa, mais Emily, revenue discrètement, l'observait avec dégoût. « Tu es sûr que c'était une erreur ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Karen haussa les épaules. Ces gamines essaient toujours de gruger. Elle a dû trouver ce billet dans une poubelle. Emily sentit la colère monter, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone grésilla. « Mademoiselle Walsh, au cockpit, immédiatement !» Karen se figea, son café suspendu à mi-chemin. Le capitaine, Jacques Lefebvre, n'appelait jamais une hôtesse, sauf en cas de crise majeure. Elle ajusta son uniforme, lança un regard assassin à Emily et marcha vers l'avant de l'avion, ses talons claquant avec une assurance feinte. Dans le cockpit, le capitaine Lefebvre la dévisagea, son visage impassible. Sur l'écran de l'interphone vidéo, un homme en costume sombre, Michael Grant, la fixait, ses traits ciselés par une colère contenue. Karen sentit son estomac se nouer. « Mademoiselle Walsh, » dit le capitaine, sa voix grave, « nous avons reçu une plainte directe concernant votre traitement d'une passagère de première classe. » Karen déglutit, cherchant ses mots. « Monsieur, je... » Michael l'interrompit, sa voix calme mais lourde d'une autorité écrasante. « Vous avez expulsé ma fille de son siège assigné. Vous lui avez dit qu'elle n'avait pas sa place. Vous l'avez humiliée devant tout le monde. Expliquez-vous. » Karen blêmit. Ses années de contrôle, son assurance inébranlable, tout s'effondrait en un instant. Elle avait humilié la fille du propriétaire de la compagnie. Les rires cruels des Dubois, la passivité des autres passagers, ses propres paroles venimeuses, tout se retournait contre elle. « C'était une erreur, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Michael plissa les yeux, son regard perçant. « Une erreur? Vous avez vu son billet, vous l'avez vérifié, et pourtant, vous l'avez traitée comme une criminelle. Pourquoi? » Pour la première fois de sa carrière, Karen resta muette. Le capitaine croisa les bras, son silence plus éloquent qu'un discours. « Vous allez réparer ça, » dit-il. « Tout de suite. » Karen sentit ses jambes vaciller. Réparer? Comment? Elle savait ce qui l'attendait. Une humiliation publique, une confrontation avec Zara, et peut-être la fin de sa carrière. Mais ce n'était que le début. Dans la cabine, les Dubois continuaient de murmurer, satisfaits de la leçon infligée à Zara. « Elle l'a bien cherché, » dit Madame Dubois, ajustant une mèche de cheveux. Son mari acquiesça. « Espérons qu'elle retienne la leçon. » Paul Moreau, toujours plongé dans son travail, soupira bruyamment, agacé par le bruit. Emily, revenue près de Zara, posa une main sur son épaule. « Ça va s'arranger, » murmura-t-elle, son regard déterminé. Zara hocha la tête, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Elle n'était pas brisée, elle attendait, et à 35 000 pieds, la justice, portée par la fureur de son père, allait frapper comme un éclair. Karen quitta le cockpit, les mains moites, le souffle court. Chaque pas vers la cabine était une épreuve. Elle avait cru pouvoir juger, dominer, imposer ses règles, mais elle venait de déclencher une tempête qu'elle ne pourrait contenir. Les Dubois, inconscients du drame qui se préparait, sirotaient leur champagne, leur rire résonnant encore. Paul Moreau ferma son ordinateur, jetant un regard agacé à l'allée. Madame Lefebvre, la retraitée, murmura à Zara. « Vous êtes courageuse, ma chère. » Mais ces mots sonnaient creux. Zara, immobile, serrait son téléphone, son dernier message à son père gravé dans son esprit. Numéro du vol.
Elle savait ce que cela signifiait. Karen Walsh allait payer. Et le prix serait lourd. L'avion filait à travers les cieux. Mais dans la cabine, l'atmosphère était électrique, saturée d'une tension prête à exploser. Karen Walsh, encore secouée par l'appel du cockpit, traversait l'allée de première classe, ses talons claquant comme des détonations. Son visage, habituellement un masque d'autorité, trahissait une nervosité qu'elle peinait à dissimuler. Quelques minutes plus tôt, Michael Grant, le propriétaire de la compagnie aérienne, l'avait cloué au pilori par écran interposé, sa voix calme mais tranchante révélant l'impensable. Zara Williams, la jeune fille qu'elle avait humiliée, était sa fille. Maintenant, Karen devait réparer son erreur, non pas en privé, mais sous les yeux de tous les passagers, ceux-là même qui avaient assisté en silence à la déchéance de Zara. Pourtant, loin de plier, Karen serrait les poings, sa colère bouillonnant. Comment une adolescente pouvait-elle la mettre dans une telle position? Et pourquoi personne ne voyait que Zara n'avait rien à faire en première classe? Cette injustice, cette révolte contre l'ordre qu'elle avait toujours imposé, attisait sa rage. Mais elle ignorait que la tempête ne faisait que commencer, et que chaque pas qu'elle faisait vers Zara la rapprochait d'un précipice. Dans la classe économique, Zara était assise, immobile, son sac à dos serré contre elle comme un bouclier. Ses yeux, rougis par la honte, brûlaient désormais d'une colère contenue. Elle n'avait pas pleuré, pas donné à Karen ni au Dubois la satisfaction de l'avoir brisé. Mais les mots de l'hôtesse, pathétiques, et les rires cruels du couple résonnaient encore dans sa tête, chaque syllabe comme une entaille. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de son père. « Reste forte, ça ne restera pas impuni. » Zara esquissa un sourire, à peine perceptible. Elle connaissait Michael Grant, sa précision, sa détermination. Il ne laissait jamais une injustice sans réponse, et cette fois, l'enjeu était personnel. Elle releva la tête, fixant le dossier du siège devant elle, déterminée à ne pas laisser Karen la voir flancher. Autour d'elle, les passagers de la classe économique l'ignoraient, absorbés par leurs écrans ou leurs conversations. Seule Madame Lefebvre, la retraitée au chignon impeccable, lui jeta un regard de pitié, murmurant à son voisin. « Pauvre petite, quelle honte pour elle !» Mais Zara ne voulait pas de sa compassion. Elle voulait justice. Dans la galerie, Emily Chen, l'hôtesse au cœur tendre, observait Karen avec un mélange de méfiance et de colère. Elle avait entendu les excuses arrogantes de sa collègue. Elle n'avait pas l'air d'appartenir là-haut, et les mots « ces gens » lui revenaient comme un écho toxique. Emily, fille d'immigrés, connaissait trop bien ce ton, ce regard qui juge avant même de réfléchir. Elle s'approcha de Karen, qui ajustait nerveusement son foulard. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda Emily, la voix basse mais ferme. « Faire quoi ?» rétorqua Karen, son ton sec. « T'excuser? Ou tu vas encore prétendre que c'était une erreur? » Karen lui lança un regard noir. « Ne commence pas, Emily. Je fais mon travail. Cette gamine n'aurait jamais dû être là, point final. » Emily serra les lèvres, retenant une réplique cinglante. Elle sortit discrètement son téléphone, activant l'enregistrement audio. Si Karen persistait dans son déni, elle s'assurerait que ses paroles soient entendues. Karen, ignorant qu'elle était enregistrée, se dirigea vers la classe économique, son pas raide, son visage crispé. Les passagers de première classe qu'elle croisa en chemin détournèrent les yeux, mal à l'aise. Les Dubois, eux, sirotaient de leur champagne, échangeant des sourires satisfaits. « Elle va prendre sa place », murmura Madame Dubois, son mari hochant la tête. Espérons que l'hôtesse mette fin à ce cirque. Leur arrogance, leur mépris assumé, auraient fait bouillir le sang de quiconque les aurait entendus. Mais ils ignoraient que leur complicité dans l'humiliation de Zara allait bientôt leur coûter cher. Paul Moreau, l'homme d'affaires, ferma son ordinateur avec un soupir agacé, marmonnant. Tout ce drame pour une gamine. Hippocou. Son indifférence, comme une tache sur la conscience collective de la cabine, amplifiait l'injustice. Karen s'arrêta devant le siège de Zara, clearing sa gorge avec une théâtralité forcée. Les passagers voisins levèrent les yeux, sentant que quelque chose d'important se préparait. Zara tourna lentement la tête, son regard calme mais perçant. « Mademoiselle Williams ?» dit Karen, sa voix tendue. « Il y a eu un malentendu. Je vous invite à retourner à votre siège en première classe. » D'ici.
Les mots sonnaient faux, dépourvus de remords. Zara ne bougea pas, ses yeux scrutant Karen comme pour sonder son âme. « Un malentendu ?» répéta-t-elle, sa voix douce mais tranchante. Karen hocha la tête, un sourire crispé aux lèvres. « Oui, une erreur de siège. Je m'excuse pour l'inconvénient. » Les passagers autour échangèrent des regards, certains choqués, d'autres sceptiques. Madame Lefebvre murmura « Quelle hypocrisie !» Zara croisa les bras, son calme désarmant contrastant avec la nervosité de Karen. « Vous avez vu mon billet, dit-elle, chaque mot pesé. Vous l'avez vérifié, et vous m'avez quand même dit que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas une erreur, n'est-ce pas? » Un silence glacial s'installa. Les passagers, captivés, attendaient de la réponse de Karen. Celle-ci déglutit, ses joues s'empourprant. « J'ai peut-être mal jugé, » admit-elle, les mots arrachés comme une confession sous la contrainte. Mais elle ne s'arrêta pas là. Dans une tentative désespérée de se justifier, elle ajouta « Vous aviez l'air suspecte, ce n'est pas ma faute si les apparences trompent. » Un murmure scandalisé parcourut la cabine. « Suspecte ?» répéta Zara, sa voix montant d'un cran. « Parce que je portais un sweat? Parce que j'étais seule? Ou parce que je ne correspondais pas à votre idée de la première classe? » L'audace de Zara, son refus de plier, fit trembler Karen. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix grave s'éleva depuis la première classe. « Assez !» Dr Malik Shah, un chirurgien respecté, passager discret jusqu'alors, se leva de son siège. Grand, imposant, il traversa l'allée, son regard brûlant de colère. « Vous osez blâmer cette jeune fille pour votre propre préjugé ?» lança-t-il à Karen, sa voix résonnant dans la cabine. « Et vous tous, ajouta-t-il, se tournant vers les autres passagers. Vous avez regardé cet enfant être humilié et vous n'avez rien dit. Honte à vous! » Son accusation, comme un coup de tonnerre, fit tressaillir la cabine. Paul Moreau baissa les yeux, mal à l'aise. Les Dubois, eux, s'agitèrent, Madame Dubois sifflant. Quel culot! Cette gamine a causé tout ce drame. Dr Shah pivota vers eux, son regard incandescent. Vous appelez ça un drame? Une adolescente a été traitée comme une criminelle pour avoir occupé un siège qu'elle a payé. Et vous, vous avez ri. Vous êtes complice de cette injustice. Les Dubois blêmirent, mais Madame Dubois, refusant de céder, rétorqua. Elle n'avait pas sa place ici. L'hôtesse faisait son travail. Ces mots, dégoulinants de mépris, firent bouillir le sang des rares passagers qui osaient encore écouter. Emily, restée en retrait, serrait son téléphone, l'enregistrement capturant chaque parole venimeuse. Zara, toujours assise, observait la scène, son calme contrastant avec le chaos. « Je ne veux pas vos excuses, » dit-elle à Karen, sa voix ferme. « Je veux savoir pourquoi vous m'avez ciblé. Et pourquoi eux, elle pointa les Dubois, pensent que c'est normal. » Karen, acculée, sentit la sueur perler sur son front. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-elle, mais Zara l'interrompit. « Vous l'avez voulu, vous m'avez regardé et vous avez décidé que je ne valais rien. » Les mots, simples mais dévastateurs, clouèrent Karen sur place. Dr Shah hocha la tête, approuvant silencieusement. « Vous devez répondre, » dit-il à Karen. « Et si vous n'avez pas de réponse, alors vous n'avez rien à faire ici. » Les passagers, galvanisés par l'intervention du chirurgien, commencèrent à murmurer, certains hochant la tête, d'autres lançant des regards accusateurs à Karen et aux Dubois. Madame Lefebvre, jusque-là passive, murmura « Elle a raison, c'est inacceptable. » Karen, sentant le contrôle lui échapper, tenta une dernière défense. « J'ai suivi le protocole, » cria-t-elle, sa voix tremblante. « Ce n'est pas ma faute si elle ne correspondait pas au profil. » Le mot « profil » déclencha une vague de murmures indignés. Emily, dans l'ombre, arrêta son enregistrement, sachant qu'elle tenait une preuve accablante. Dr Shah secoua la tête, dégoûté. « Le protocole? Vous avez inventé un protocole pour justifier votre préjugé. Et vous? » Il se tourna vers les Dubois. « Vous avez applaudi cette cruauté. Vous êtes tout aussi coupable. » Monsieur Dubois, piqué au vif, se leva. « Vous n'avez pas le droit de nous parler ainsi. Nous sommes des clients fidèles. » Mais sa voix, tremblante, manquait de conviction face à la stature morale de Dr Shah. À cet instant, l'interphone grésilla à nouveau. « Mademoiselle Walsh, retournez au cockpit. »
Karen blêmit, ses jambes flageolant. Elle lança un regard désespéré à Zara, puis au Dubois, espérant un soutien, mais elle ne trouva que des visages fermés. Lentement, elle rebroussa chemin, chaque pas alourdi par la honte. Dans le cockpit, le capitaine Lefebvre l'attendait, l'écran affichant à nouveau Michael Grant. « Vous avez aggravé votre cas, » dit Michael, sa voix glaciale. « Non seulement vous avez humilié ma fille, mais vous avez osé la blâmer. Vous avez jusqu'à l'atterrissage pour réfléchir à vos actions. Ensuite, vous ferez face aux conséquences. » Karen ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle était finie. Dans la cabine, Zara se leva, son sac à dos sur l'épaule, et marcha vers la première classe, escortée par Emily. Les passagers, cette fois, la regardaient avec un mélange de respect et de culpabilité. Dr. Shaw lui adressa un signe de tête, un geste de solidarité. Les Dubois, eux, détournèrent les yeux, leur arrogance vacillante. Paul Moreau, pour la première fois, rangea son ordinateur et murmura « Je n'aurais pas dû rester silencieux. » Mais Zara ne répondit pas. Elle s'assit à sa place, près du hublot, et ouvrit un livre, son calme olympien contrastant avec le chaos qu'elle avait déclenché. Son téléphone vibra. « On atterrit dans 1 heure. Reste forte. » Elle sourit. La bataille n'était pas terminée, mais elle avait repris le contrôle. Dans la galerie, Emily sauvegarda l'enregistrement, déterminée à le transmettre à Michael Grant. Karen, revenue du cockpit, s'effondra sur un tabouret, les mains tremblantes. « Ils vont me détruire », murmura-t-elle. Emily, sans un mot, la fixa avec mépris. Les Dubois, dans leur coin, chuchotaient frénétiquement, sentant que leur statut ne les protégerait pas cette fois. Dr. Shaw, retourné à son siège, griffonna une note pour Michael Grant promettant de témoigner, et Zara, immobile, attendait. À 35 000 pieds, la justice se rapprochait, et elle serait sans pitié. L'avion amorçait sa descente, le bourdonnement des moteurs noyant à peine la tempête de rage et d'indignation qui enflammait la cabine. Karen Walsh, recluse dans la galerie, agrippait le bord du comptoir, ses doigts blanchis par la pression. Son visage, autrefois un étendard d'autorité, était maintenant marqué par la peur et la fureur. L'appel du cockpit, la voix implacable de Michael Grant, propriétaire de la compagnie aérienne, promettant une justice sans merci, résonnait comme un glas. Elle avait tenté de se défendre, de justifier son traitement cruel envers Zara Williams, la fille de Michael, mais chaque parole, chaque tentative de détourner la faute n'avait fait que creuser sa tombe. Son mépris, son arrogance, son refus obstiné d'admettre son erreur l'avaient condamnée. Pourtant, même à cet instant, une colère sourde bouillonnait en elle. Comment une adolescente, une gamine en sweat élimée, pouvait-elle menacer tout ce qu'elle avait construit? Mais Karen ignorait que la justice, portée par la détermination de Zara et la fureur de Michael, allait s'abattre comme une lame, tranchant non seulement son orgueil, mais aussi celui de ses complices, les Dubois, dont les rires cruels allaient bientôt se muer en pleurs. Dans la première classe, Zara, assise près du hublot, fixait l'horizon, son livre fermé sur ses genoux. Son calme, presque majestueux, était une arme plus puissante que les cris. Les passagers, qui avaient assisté en silence à son humiliation, la regardaient désormais avec un mélange d'admiration et de honte. Dr. Malik Shah, le chirurgien dont l'intervention avait ébranlé la cabine, lui adressa un signe de tête, un geste de respect muet. Paul Moreau, l'homme d'affaires autrefois indifférent, rangeait ses affaires, ses mains tremblant légèrement, rongées par sa lâcheté. Les Dubois, eux, s'agitaient dans leur siège, leur arrogance fissurée. « C'est une mascarade !» siffla Madame Dubois, son écharpe de soie froissée par ses gestes nerveux. « Cette fille manipule tout le monde. » Son mari, les lèvres pincées, murmura « Nous sommes des clients fidèles, ils ne peuvent pas nous toucher. » Leur aveuglement, leur mépris odieux, auraient fait hurler de rage quiconque les entendait. Ils ignoraient que leur rôle dans la déchéance de Zara, leurs insultes, leurs rires, allait les précipiter dans une disgrâce publique. Emily Chen, l'hôtesse au cœur juste, se tenait à l'écart, son téléphone serré dans sa main. L'enregistrement qu'elle avait capturé, les paroles venimeuses de Karen, son mépris pour « ces gens » étaient une preuve accablante, une poignard qu'elle remettrait à Michael Grant.
Elle avait vu trop de passagers jugés pour leur apparence, trop d'injustices étouffées, mais cette fois, elle tenait une chance de changer les choses. Elle croisa le regard de Karen, qui, les yeux brillants de panique, murmura « Tu vas me trahir, c'est ça ?» Emily, froide, répondit « Tu t'es trahie toute seule, Karen, tes mots te suivront. » La phrase, comme un couperet, fit vaciller Karen. À cet instant, l'interphone grésilla. « Mademoiselle Walsh, restez à bord après l'atterrissage. La sécurité vous escortera. » Karen sentit son souffle se couper. Escorter? Le mot, lourd de menace, pulvérisa ce qui restait de son assurance. L'avion toucha le sol dans un grondement sourd, le signal des ceintures s'éteignit, et les passagers se levèrent, pressés de fuir l'atmosphère étouffante. Mais une tension presque palpable retenait les regards. Lorsque les portes s'ouvrirent, 2 officiers de sécurité en uniforme montèrent à bord, leurs visages de marbre. Les murmures s'amplifièrent, un mélange de curiosité et de malaise. Ils traversèrent de la première classe, ignorant les Dubois qui se tassaient dans leurs sièges et s'arrêtèrent devant la galerie. « Mademoiselle Walsh, » dit l'un d'eux, sa voix résonnant comme un verdict, « suivez-nous. » Karen, livide, avança, ses talons claquant faiblement, chaque pas une épreuve. Les passagers l'observaient, certains avec un sourire narquois, d'autres avec un mépris non dissimulé. En passant devant Zara, elle commit l'erreur de croiser son regard. Zara, immobile, la fixait, sans triomphalisme, sans haine, juste avec une dignité qui rendait l'humiliation de Karen insoutenable. « Ce n'est pas juste, » murmura Karen, sa voix brisée. L'officier, impassible, répondit « Monsieur Grant a requis une enquête. Vous serez interrogé. » Les mots s'abattirent comme une sentence. Karen, escortée hors de l'avion, sentit le poids des regards, ceux de l'équipage, du capitaine Lefebvre, qui secoua la tête, et même de Madame Lefebvre, qui murmura « Elle l'a cherché. » Dans le terminal, l'atmosphère vibrait d'une énergie fébrile. Zara, guidée par Emily, fut conduite au salon de première classe, un havre de luxe aux fauteuils de cuir et aux lumières chaudes. Elle s'assit, son téléphone vibrant d'un message de son père. « Reste là, j'arrive. » Elle hocha la tête, un éclat déterminé dans les yeux. Quelques minutes plus tard, les portes vitrées s'ouvrirent, et Michael Grant entra, sa silhouette imposante emplissant l'espace. Son costume sombre, taillé sur mesure, soulignait son autorité naturelle, celle d'un homme dont chaque mot portait. Les rares passagers du salon levèrent les yeux, intimidés. Il s'approcha de Zara, l'observa un instant, puis la serra dans une étreinte brève mais ferme. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, son regard sondant le sien. « Je suis intacte, » répondit-elle, un sourire discret aux lèvres. « Ils ont essayé, mais ils n'ont pas gagné. » Michael hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. « Ça, je le savais. » Ils s'assirent et Zara raconta tout. L'agressivité de Karen, ses excuses hypocrites, les moqueries des Dubois, le silence complice des passagers et l'intervention héroïque de Dr. Shah. Michael écoutait, son visage impassible, mais ses mains serrées trahissaient une colère profonde. Lorsqu'elle mentionna les paroles de Karen, « Vous aviez l'air suspecte », il frappa du poing sur la table, faisant tressaillir un serveur à proximité. « Elle est suspendue, » dit-il, la voix basse mais tranchante. « Et ce n'est que le début. » Zara haussa un sourcil. « Juste suspendue ?» Michael esquissa un sourire froid. « Pour l'instant. Elle aura une chance de s'expliquer, mais elle creuse sa propre tombe, et les Dubois. » Il tendit son téléphone. Sur un réseau social, Madame Dubois avait publié une diatribe venimeuse. « Scandale à bord. Une gamine insolente a semé le chaos en première classe, manipulant tout le monde. Honte à elle et à ses défenseurs. » Le post, partagé par des centaines d'utilisateurs, était accompagné de commentaires haineux. Elle n'avait rien à faire là. Ces gens veulent tout voler. Zara sentit la rage monter, mais Michael posa une main sur son bras. Ils ont signé leur arrêt de mort, dit-il. Notre équipe de communication prépare une réponse. Ils ne s'en relèveront pas. Dans une salle de réunion austère du terminal, Karen faisait face à 2 cadres de la compagnie, dont Claire Dubois, une cousine éloignée des Dubois passagers. Claire, une femme au regard glacial, posa un dossier épais sur la table. « Vous réalisez l'ampleur de votre faute ?» demanda-t-elle, sa voix coupante.
Karen, les mains moites, hocha la tête. C'était une erreur, commença-t-elle, mais Claire l'interrompit. Une erreur? Vous avez humilié la fille de Michael Grant, et ce n'est pas tout. Elle ouvrit le dossier, révélant des plaintes de passagers s'étalant sur des années. Hôtesse arrogante m'a traité comme un intrus. A vérifié mon billet à plusieurs reprises, mais pas celui des autres. Karen blêmit, la gorge sèche. Je n'ai jamais vu ces plaintes, balbutia-t-elle. Claire ricana, parce que personne n'a insisté pour qu'elles soient examinées, jusqu'à maintenant. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Et vos cousins, les Dubois, n'ont pas aidé. Leur poste sur les réseaux sociaux est une catastrophe. » Karen sentit le sol se dérober. Les Dubois, dans une tentative désespérée de sauver la face, avaient contacté Claire avant l'atterrissage, proposant une somme d'argent pour étouffer l'affaire. Claire, indignée, avait refusé, mais leur audace, croire que leur richesse pouvait effacer leur cruauté, attisa la colère de tous. « Ils sont bannis de nos vols, » dit Claire. « Et vous, Karen, vous êtes suspendu sans solde, en attente d'une audience. Suivez une formation sur les préjugés, prouvez que vous pouvez changer ou c'est la fin de votre carrière. » Karen, accablée, hocha la tête, mais intérieurement, elle résistait. Elle ne pouvait pas être la seule fautive, n'est-ce pas? Pendant ce temps, dans le salon, Dr. Shah rejoignit Zara et Michael, serrant la main de ce dernier. « J'ai rédigé une déclaration, » dit-il, tendant une lettre. « Je témoignerai. Ce qui s'est passé est une honte. » Michael hocha la tête. « Votre voix sera entendue. » Emily arriva, tendant une clé USB. « L'enregistrement de Karen, » murmura-t-elle. « Elle admet tout. » Michael prit la clé, son regard s'assombrissant. Ça scellera son sort. Mais l'outrage atteignit son apogée lorsque le post des Dubois explosa sur les réseaux sociaux, partagé par des comptes influents dénonçant leur comportement. Michael, en réponse, publia un communiqué cinglant. « Notre compagnie condamne toute discrimination. Les passagers impliqués dans l'incident sont bannis à vie. De nouvelles politiques garantiront l'équité pour tous. » Le communiqué, relayé par des milliers d'utilisateurs, déclencha une vague de soutien pour Zara et un déluge de critiques contre les Dubois. Leur nom, jadis synonyme de privilège, était désormais synonyme de disgrâce. Madame Dubois, paniquée, tenta de supprimer son poste, mais les captures d'écran circulaient, leur réputation anéantie. Karen, assignée à une formation sur les préjugés, résista d'abord, convaincue qu'elle était victime d'une chasse aux sorcières. Mais lors d'une session, une formatrice, une femme noire, raconta son expérience d'être jugée pour son apparence à bord d'un vol. Ces mots, comme un miroir, forcèrent Karen à affronter la vérité. Elle pensa à Zara, à ses propres paroles. « Vous aviez l'air suspecte. » Et pour la première fois, la honte surpassa sa colère. Elle pleura, non pas pour sa carrière, mais pour la personne qu'elle était devenue. Lors de l'audience finale, dans les bureaux de la compagnie, Zara et Dr. Shah témoignèrent. L'enregistrement d'Emily, diffusé devant le conseil, exposa le mépris de Karen. Paul Moreau, convoqué, admit sa passivité, la voix tremblante. « J'aurais dû parler. » Madame Lefebvre, présente, murmura. « Nous avons tous failli. » Karen, brisée, prit la parole. « J'ai eu tort, dit-elle, les larmes aux yeux. Je veux changer, pas juste pour mon travail, pour moi. » Zara, impassible, la fixa. « Alors, prouvez-le. » Michael, président de la réunion, annonça. « Vous êtes réintégré en probation à un rang inférieur. Un seul faux pas, et c'est fini. » Karen hocha la tête, reconnaissante mais consciente du chemin à parcourir. Zara et Michael quittèrent la réunion côte à côte. « On a changé les règles, » dit-il, mentionnant les nouvelles politiques anti-discrimination et une campagne de sensibilisation. Zara sourit. « C'est plus grand que nous, maintenant. » Dans le terminal, les Dubois, bannis, tentaient de fuir les regards accusateurs. Paul Moreau, croisant Zara, murmura « Je m'en veux. » Elle hocha la tête sans répondre. Emily, promue pour son courage, lui serra la main. Dr. Shah, en partant, lança « Vous êtes une force, jeune fille. » Zara, regardant l'horizon, savait que ce n'était qu'un début. La justice avait triomphé, mais le combat pour l'équité brûlait encore, plus vif que jamais.
L'histoire de Zara Williams, une adolescente humiliée à bord d'un avion pour avoir osé occuper un siège de première classe, est bien plus qu'un simple récit de conflit. C'est un miroir tendu à notre société, un cri d'indignation face aux préjugés et une invitation à l'introspection. À travers les 3 chapitres de cette saga, nous sommes plongés dans un tourbillon d'émotions. Colère face à l'injustice, admiration pour la résilience de Zara, honte devant la passivité des témoins, et finalement, espoir face à la justice rendue. En tant que Français, nourris d'une culture qui célèbre la justice, l'égalité et la réflexion morale, cette histoire résonne profondément. Elle nous pousse à examiner nos propres comportements, à questionner nos jugements hâtifs et à tirer des leçons pour transformer notre quotidien. Ce texte explore les sentiments suscités par cette histoire, les enseignements qu'elle offre, et comment nous pouvons appliquer ces leçons dans nos vies, tout en concluant par un appel vibrant à l'action pour partager cette histoire et continuer le combat pour l'équité. Dès les premières lignes du récit, une colère brûlante s'empare du lecteur. L'image de Karen Walsh, hôtesse de l'air drapée de son autorité, s'acharnant sur Zara, une adolescente vulnérable, est insupportable. Les mots de Karen, « Tu n'as rien à faire ici », et son mépris pour les vêtements modestes de Zara réveillent une indignation universelle. En France, où l'égalité est une valeur cardinale depuis la Révolution, cette scène heurte nos convictions. Comment, dans un espace censé incarner le luxe et l'hospitalité, une jeune fille peut-elle être jugée sur son apparence? Cette injustice est d'autant plus révoltante qu'elle est publique, orchestrée devant une cabine de spectateurs silencieux, complices par leur inaction. Les rires cruels des Dubois, ce couple arrogant qui moque Zara, amplifient cette rage. Leur mépris, leurs insinuations. Elle a dû voler ce billet. Sont comme des coups portés non seulement à Zara, mais à quiconque a jamais été jugé pour ne pas correspondre. Cette colère atteint son paroxysme dans le 2e chapitre, lorsque Karen, loin de s'excuser sincèrement, ose blâmer Zara, la qualifiant de « suspecte ». Ces mots, lourds de préjugés, ne sont pas seulement une attaque personnelle. Ils reflètent une mentalité toxique qui divise le monde en ceux qui appartiennent et les autres. En tant que Français, nous sommes particulièrement sensibles à cette forme de discrimination, car elle contredit l'idéal républicain d'égalité. La complicité des Dubois, leur tentative de défendre Karen et l'indifférence initiale des autres passagers, comme Paul Moreau, nous rappellent une vérité douloureuse. L'injustice prospère lorsque les témoins se taisent. Cette passivité collective, ce refus de s'indigner, nous met face à une question dérangeante. Aurions-nous agi différemment? Aurions-nous osé défier Karen, comme le courageux Dr Malik Shah, ou serions-nous restés muets, comme tant d'autres? Mais au-delà de la colère, l'histoire suscite aussi une admiration profonde pour Zara. Sa dignité face à l'humiliation, son refus de craquer sous les insultes et sa capacité à confronter Karen avec calme et intelligence sont inspirants. Elle incarne une résilience qui, dans la culture française, évoque des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants, des individus qui, face à l'adversité, se dressent avec courage. Cette admiration culmine dans le 3e chapitre, lorsque Zara, lors de l'audience finale, fixe Karen et lui lance « Prouvez-le ». Ces mots, simples mais puissants, sont un appel à la responsabilité, un défi à changer. Ils nous rappellent que la justice ne se limite pas à punir, elle exige transformation. L'histoire de Zara offre plusieurs leçons, chacune applicable à notre quotidien. La première est l'importance de combattre les préjugés. Karen a jugé Zara sur son apparence, un sweat, des baskets, sans vérifier son billet, révélant un biais profondément enraciné. En France, où la diversité est une réalité quotidienne, nous devons nous interroger. Combien de fois avons-nous, consciemment ou non, jugé quelqu'un sur son apparence, son accent ou son origine? Cette histoire nous pousse à suspendre nos jugements, à écouter, à vérifier avant de conclure. Comme le montre la formation suivie par Karen, reconnaître ses biais est douloureux mais nécessaire. Nous pouvons appliquer cette leçon dans nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos cercles sociaux, en nous efforçant de voir chaque individu comme un égal, digne de respect. La deuxième leçon concerne la responsabilité collective. Le silence des passagers, leur refus d'intervenir, a permis à l'injustice de prospérer. En France, où la solidarité est une valeur chère, ce silence est une trahison.
L'intervention de Dr. Shah, qui dénonce non seulement Karen, mais aussi les spectateurs passifs, est un rappel. Nous avons tous un rôle à jouer face à l'injustice. Que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou une rue, nous devons trouver le courage de parler, de défendre ceux qui sont injustement ciblés. Cette leçon s'applique aussi aux réseaux sociaux, où les Dubois ont tenté de salir Zara. Leur échec, face à la réponse virale de Michael, montre que la voix collective, lorsqu'elle s'élève, peut renverser les puissants. Enfin, l'histoire enseigne la valeur de la rédemption, mais seulement lorsqu'elle est sincère. Karen, contrainte à une formation, ne change qu'après avoir affronté la vérité sur ses actions. Sa confession finale, « Je veux changer, pour moi », est un pas, mais c'est à Zara qu'elle doit sa seconde chance. Cette dynamique reflète une valeur française, la croyance en la possibilité de rédemption, mais uniquement à travers un effort authentique. Dans nos vies, cela signifie offrir une chance à ceux qui reconnaissent leurs erreurs, tout en exigeant qu'ils prouvent que leur changement par des actes, non des mots. Ces leçons ne sont pas abstraites, elles peuvent transformer notre manière de vivre. D'abord, nous pouvons pratiquer l'auto-examen. Chaque jour, prenons un moment pour réfléchir à nos interactions. Ai-je jugé quelqu'un trop vite? Ai-je ignoré une injustice par confort? En France, où la philosophie et l'introspection sont valorisées, cet exercice peut devenir une habitude, un moyen de cultiver l'empathie. Par exemple, dans un café parisien ou un métro bondé, observons nos réactions face à des inconnus et questionnons nos premières impressions. Ensuite, engageons-nous activement. Comme Dr. Shah, soyons prêts à intervenir, même si cela dérange. Cela peut être aussi simple que soutenir un collègue injustement critiqué ou signaler un comportement discriminatoire dans un espace public. En France, où les manifestations et les pétitions sont des traditions, cette action peut prendre une forme collective. Rejoindre des associations, signer des pétitions ou partager des histoires comme celle de Zara pour sensibiliser. Enfin, promouvons le changement systémique. L'histoire se termine par de nouvelles politiques anti-discrimination dans la compagnie de Michael. Nous pouvons imiter cet exemple en plaidant pour des formations sur les préjugés dans nos écoles, entreprises ou communautés. En tant que citoyens, nous pouvons voter pour des politiques qui protègent l'égalité, écrire à nos élus ou organiser des débats locaux. Chaque geste compte pour construire une société où personne n'est jugé pour son apparence. L'histoire de Zara Williams n'est pas qu'un récit. C'est un cri de ralliement. Elle nous rappelle que l'injustice, si elle est combattue avec courage, peut mener à un changement durable. Mais ce combat ne s'arrête pas ici. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une colère face à l'injustice ou une admiration pour la résilience, agissez maintenant. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour inspirer d'autres et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui défie les préjugés. Laissez un commentaire. Écrivez « Justice » pour honorer Zara et tous ceux qui se dressent contre l'injustice. Dites-nous d'où vous regardez et partagez vos propres expériences. Ensemble, faisons de cette histoire un mouvement, un appel à un monde plus juste, où chacun a sa place, sans distinction.